Mon ex voit clairement mes changements et ça n'a pas l'air de suffire. Malgré cela, il ou elle ne veut pas me donner une deuxième chance. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir qu'on peut expliquer tout ça à travers une image très précise que je vous décris comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jeudis, pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, une thématique, une question qu'on me pose souvent, qu'on se pose souvent quand la reconquête semble un petit peu avancer, à savoir, voilà, mon ex voit mes changements, mais n'est pas encore prêt ou prête à me laisser une chance. Il ou elle refuse donc la possibilité de se relancer dans un couple. Et forcément, intellectuellement, on a un petit peu de mal à comprendre. On nous reprochait des choses, ces choses ont disparu. On avait une entente qui n'était pas forcément au top. Aujourd'hui, elle est revenue. Et pourtant, alors même que j'ai vraiment l'impression qu'en plus, il y a des sentiments, malgré tout ça, eh bien, le pas, la distance semble trop longue, trop difficile à résorber. On ne veut pas donc se remettre en couple. Et là, c'est pas forcément facile à comprendre, c'est pas forcément facile à appréhender. Difficile aussi de garder sa motivation, son courage, son envie de continuer, d'entretenir les efforts pour la reconquête amoureuse. Et le doute, les peurs, voire la colère peuvent s'installer. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est véritablement de vous expliquer ce qui se passe un petit peu dans la tête de l'autre à travers une grande analogie. Donc pour répondre à cette question, pourquoi mon ex voit mes changements mais il ou elle ne veut pas me laisser de chance, eh bien il y a une réponse que j'aimerais vous apporter, très imagée donc, c'est parce que vous êtes un condamné qui vient de bénéficier d'une remise de peine. Pour vous expliquer tout ça, cette vidéo elle sera séparée en deux parties et on se lance immédiatement dans la première en affirmant que vous avez été reconnu coupable et enfermé derrière les barreaux. Alors on va planter le décor, qui n'est pas très compliqué à comprendre, vous allez le voir. L'accusé, c'est vous, bien évidemment. L'avocat général, c'est votre ex. Le réquisitoire ou l'audience, si vous voulez, c'est tout ce qu'on a à vous reprocher pendant le couple, et qu'on va vous mettre en relief de manière plus ou moins explicite pendant la fameuse discussion autour de la reconquête amoureuse, qu'elle ait eu lieu en détail ou que ce soit un simple SMS envoyé à 4 h du matin. L'appel, vous savez qu'il y a souvent un procès en appel, c'est ce que vous avez tenté après, à savoir de convaincre l'autre que vous aviez fait des erreurs, que vous pouviez vous améliorer, que vous l'aimez encore, qu'on devrait se laisser une seconde chance, que bref, la décision n'est pas juste et que vous aimeriez véritablement vous aussi pouvoir clamer votre innocence de manière rigoureuse, de manière complète, de manière construite. Votre condamnation, c'est bien évidemment la rupture amoureuse et votre peine de prison, j'ai envie de dire, c'est la reconquête que vous êtes en train de mener et dans laquelle vous pensez vous réfléchissez un petit peu effectivement comme ce condamné qui est peut-être un petit peu plus malin que la moyenne, parce qu'une fois qu'on est en prison, on a deux choix, soit se laisser complètement bouffer par le système pénitentiaire et créer des affinités avec les criminels sur place et puis finalement se dire que c'est mon nouveau lieu d'habitation, autant essayer de devenir le prince des ténèbres, de rentrer dans un gang, etc. etc. Enfin, vous voyez le délire. Ou celui qui, aux yeux de la société en tout cas, parce que le but c'est pas de juger, sera un petit peu plus malin, c'est celui qui se dit je suis là, il me reste finalement à moi qu'une option, celle que je trouve viable, c'est de me comporter le mieux possible pour bénéficier effectivement de potentielles remises de peine. Et c'est là que les principes de la reconquête amoureuse font leur apparition dans ce descriptif. On veut cette sortie pour bonne conduite. Et dans ce cas-là, un peu comme le condamné, on va se renseigner, on va lire des bouquins, on va être sympa, on va être dynamique, on va être agréable, on va surtout pas froisser les matons, on va faire ce qu'on nous demande, on va essayer d'obtenir un petit boulot, on va bosser, je sais pas, à la cantine, etc. On dirait que j'y suis allé en prison. Non, je vous rassure. Mais on voit l'idée, vous êtes en train de vous retaper, d'être dans cette reconstruction, d'être dans ce désir d'ouverture et puis de sortir donc de votre cage, très clairement, de ce cachot.
Cette idée-là, elle se traduit par l'amélioration personnelle, la communication, le dynamisme, etc., etc. Et tout à coup, vous arrivez à convaincre le board pénitentiaire qui évalue votre dossier de temps à autre qu'effectivement, vous n'êtes plus une réelle menace pour la société et que on peut s'accorder sur l'idée que vous pouvez bénéficier d'une remise de peine, d'une liberté conditionnelle. Et là, très clairement, que ce soit ce board, c'est votre environnement et votre ex. Tout le monde voit vos changements, c'est extraordinaire. On a vraiment l'impression que vous repartez du bon pied après cette rupture amoureuse. Vous vous êtes pris un coup de pied aux fesses, vous avez compris plein de choses, vous maîtrisez mieux votre communication, etc., etc. Et puis votre ex, cette analyse de cette possibilité de vous laisser sortir, c'est effectivement votre déplacement de focus, votre volonté d'être dans quelque chose de simple, de ne pas lui mettre la pression, de ne pas verbaliser, etc., etc. Bref, on est dans quelque chose de plutôt agréable pour tout le monde. On peut même convenir que la peine, vous la méritiez, vous en avez eu besoin. Le système vous a redressé, c'est parfait, c'est censé être à ça qui sert. Aujourd'hui, vous êtes sorti avec une amélioration personnelle, l'avocat général a fait son boulot, tout le monde est content, vous avez changé, vous sortez enfin de la prison. Ça nous permet de passer à la deuxième idée, c'est que votre casier judiciaire existe malgré tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est là que l'imagerie de ce pénitencier, de cette prison, prend tout son sens. Une question qui se pose lorsqu'on sort de prison, forcément on veut se réintégrer à la société et l'une des premières priorités, c'est quand même de trouver un boulot. Mettons donc, là on va encore changer de rôle, changer d'habit, vous êtes le responsable d'une agence bancaire, n'importe où, j'allais dire dans une petite ville de France, à Paris je m'en fous, mais vous avez ce boulot-là. Et là vient quelqu'un qui vous dépose un CV qui franchement a l'air d'avoir les compétences, etc. Vous l'appelez, le type a l'air super sympa, tatata, il vient et puis c'est ce fameux condamné. Et cette personne-là, quand on s'intéresse un petit peu de plus près à sa peine de prison, ce qui s'est passé, etc., aïe, on s'aperçoit qu'il a été condamné pour braquage, dis donc. Puis c'était le mastermind, c'était le cerveau, c'est lui qui a tout organisé, et il s'y connaissait incroyablement. Le poste que vous voulez pourvoir, c'est responsable des coffres. Vous voyez un petit peu où je veux en venir ou pas? Vous voyez le doute qui s'installe chez le recruteur? Vous voyez la tendance à juger l'autre, la tendance à se dire que... Alors ouais, il a fait sa peine de prison, il a purgé, il a payé, attention bien sûr. Et je vois un type qui a l'air sympa, qui a l'air dynamique, ou une nana, évidemment c'est pas sexué ce raisonnement. Et ça c'est intéressant. Mais il a quand même fait un braquage. Alors oui, c'était il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a bien sûr. Il s'attaque quand même au cœur du problème, au cœur de la définition de notre travail. Est-ce qu'on l'embauche ? Il y a un vrai doute. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens, a priori, d'entrée de jeu, vont dire non, parce que on la sent là, la manque de correspondance. Et ceux qui vont, et c'est ce qu'on essaye de créer chez son ex, commencer à douter, à se dire tiens, pourquoi pas, eux-mêmes, qui sont les plus enclins donc à être dans l'ouverture, vont très rapidement se mettre d'accord sur le fait qu'il va quand même falloir une sacrée période d'essai. Il va falloir que cette personne-là, elle soit surveillée du matin au soir, il faut qu'elle soit très très bien formée, il faut qu'on ouvre grand les yeux et il y a d'énormes risques, les risques de récidive, parce qu'on sait qu'il va être au cœur de la tentation, de la possibilité. Et tout ça, c'est quoi ? Tout ça, c'est le rapprochement avec votre ex, c'est la possibilité effectivement tout à coup de s'envoyer plein de messages, c'est la possibilité tout à coup de se voir, c'est cette potentialité de flirt, bref, ce que vous appelez, ce que vous ressentez comme étant le rapprochement. On se doute que de l'autre côté, en plus on a l'avocat général face à nous, encore une fois, votre ex, on n'oublie pas dans cette histoire, c'est l'avocat général. On change un peu de costume tout le temps nous dans nos histoires, mais vous voyez l'idée.
On a une personne qui connaît le dossier sur le bout des doigts, c'est elle qui nous a envoyés en prison, lui ou elle, et c'est cette personne-là qui, comme je vous le disais tout à l'heure, avait un réquisitoire avec des arguments fermes, avec une idée très claire, etc., etc., etc. Donc forcément, nous, on a ce besoin de crédibilisation, on a ce besoin de ne pas revenir sans cesse sur la sentence, on a cette idée que malgré le fait qu'on voit mes changements, malgré le fait qu'on m'apprécie toujours, malgré le fait que dans la spontanéité, on puisse, je sais pas moi, réussir à comme je vous le disais, communiquer, flirter, se voir, peut-être même coucher ensemble, dis donc. Malgré tout ça, il y a quand même une espèce de protection, un spare, un espèce de sas où on se dit attention, danger, il faut vraiment que la personne elle passe dans ce sas de décontamination et que tous les microbes y meurent avant que je l'accepte chez moi, quoi, parce que il y a le risque que si on se remette ensemble, je m'aperçoive que tous ces changements, en fait, il a fait semblant il est sorti pour bonne conduite, et pendant tout ce temps, c'était prison break le mec, quoi. Il s'est fait un tatouage dans le dos pour venir rebraquer ma banque, dis donc. Donc, il y a forcément ce doute, ces peurs, cette appréhension, et puis c'est sans parler du côté psychologique qui va être 100%, qui va concerner à 100% votre ex. Est-ce que c'est le bon choix dans ma vie? Est-ce que ce ne serait pas une potentielle privation d'options? Comment va mon environnement va percevoir les choses, etc., etc., etc. Mais juste pour parler du rapport entre vous et votre ex, on comprend le doute, on comprend la peur, on comprend... Et puis on comprend aussi assez simplement du fait de cette imagerie que de jurer « je ne le referai plus », ça ne sert pas à grand-chose. On s'est fait pincer la première fois, qu'on ait eu raison, qu'on ait tort. Encore une fois, là, je ne m'intéresse pas aux causes de la rupture amoureuse. Mais qu'on ait eu raison ou qu'on ait tort, on s'est fait pincer, on a été mis derrière les barreaux. Donc forcément, dire « je ne le ferai plus », quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, avec qui on a déjà eu une rupture, mathématiquement, on sait que si on relance un couple, on peut se retrouver exactement dans la même configuration et se refaire encore du mal, et j'ai même envie de dire encore plus de mal, puisqu'on aura eu l'impression que la deuxième histoire est basée sur des illusions, sur un mensonge, sur une manipulation. Donc de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'actes, on va avoir besoin d'une attitude, on va avoir besoin d'une linéarité encore et encore et encore, et c'est ça qui va concourir à créer une forme de crédibilité qui va faire baisser de manière naturelle et à travers la spontanéité ce fameux pacte et ces fameuses peurs que la personne a face à nous. On comprend que finalement jurer, démontrer, expliquer, verbaliser ne sert strictement à rien, puisque notre casier judiciaire parle pour nous et que c'est quelque chose qui est indélébile. Et cette image-là, je trouve qu'elle est extrêmement parlante pour comprendre que vos changements personnels, même si vous les ressentez, même si votre environnement vous fait des compliments, même si votre ex les voit, ça ne suffit pas encore à effectuer ce transvasement vers une confiance aveugle et absolue. Ça viendra, oui, ça vient la plupart du temps sans qu'on y réfléchisse, donc plutôt dans la spontanéité et dans l'action qu'effectivement dans la verbalisation, mais il y a ce besoin de linéarité encore et encore et encore et encore, et dans cette histoire, il ne faut pas oublier que nous, on était le condamné et qu'en face de nous, on a l'avocat général qui est en même temps le juge, décidément. Qu'est-ce que votre ex peut faire comme métier et quelles possibilités il ou elle a, c'est fantastique. Mais en tout cas, on a cette personne qui effectivement est un petit peu jugée partie, et c'est pas à nous de décider que nos changements sont assez réels, assez forts pour convaincre d'eux. Non, c'est à la personne qui est face à nous d'accepter de se laisser porter, parce qu'effectivement, cette crédibilité est assez forte, est assez puissante. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère que l'image vous parle. Je vous avoue que je suis assez content de moi. Je la trouve vraiment pas mal du tout. En tout cas, comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Le petit like, le pouce bleu qui fait énormément de bien pour le référencement. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès que les vidéos sortent. Et vous pouvez rejoindre le groupe des VIP pour continuer le travail en flux tendu, j'ai envie de dire, puisque je publie une vidéo par jour, et il suffit donc de rejoindre la chaîne pour en bénéficier. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!